Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On en parlait dans le journal, la presse britannique revient évidemment sur le feu vert qu'a donné le Parlement hier à Theresa May. Le Guardian, dans son édito, critique les parlementaires qui souvent ont voté contre leur propre opinion de peur de retourner le vote populaire du référendum, même si ce vote va créer des tensions avec les voisins européens de la Grande-Bretagne et menace la stabilité économique du pays. The Independent, de son côté, publie un dessin avec, que vous voyez là, avec Theresa May prête à s'envoler sur une autre galaxie appelée, selon ses propres mots, calamité. En dessous d'elle, le leader travailliste que vous apercevez, Jeremy Corbyn, qui s'était opposé au Brexit. Il est sur le point de tomber de cette falaise, signe qu'il est en grand danger politique. Jeremy Corbyn qui est la cible de quasiment toutes les critiques. Il est même de plus en plus isolé, affirme The Telegraph. Au moins 17 députés ont quitté les rangs de son parti et surtout le ministre de l'économie, que vous voyez également ici à l'image, le ministre de l'économie du cabinet fantôme, Clive Lewis, a démissionné, voilà qui plonge le parti dans une crise profonde, affirme le journal. Surtout Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse, est farouchement opposée au Brexit, a orienté ses plus virulentes critiques non pas contre Theresa May, mais bien contre Jeremy Corbyn, l'accusant d'avoir offert un chèque en blanc à la droite britannique, c'est à lire dans l'Express. À la une de la presse internationale également, l'élection présidentielle en Somalie et la victoire, on en parlait dans le journal, de Mohamed Abdullahi Mohamed. Un président un peu particulier puisqu'il réside aux États-Unis et dans l'État de New York et possède donc la double nationalité américaine et somalienne. Le Buffalo News, qui est le journal local de la ville d'adoption du nouveau président somalien, dresse un portrait de celui qui a également été Premier ministre de la Somalie. Le quotidien note que son élection est un pied de nez assez ironique au décret anti-immigration de Donald Trump, puisque si ce décret avait existé, cela aurait été une grande perte à la fois pour la Somalie et pour les États-Unis, car rappelons-le, la Somalie fait partie de ces 7 pays musulmans visés par ce décret. Voilà, ce décret anti-immigration qui, pour l'heure, est suspendu par les juges aux États-Unis. Pour revenir à la Somalie, le Washington Post affirme que les attentes sont immenses pour ce nouveau président. Oui, car Mohamed Farmajo est propulsé à la tête d'un pays, l'un des plus corrompus du monde, où toute la difficulté sera de gouverner alors que l'État est quasi inexistant et qu'au-delà de la corruption, une grande partie du pays est contrôlée par les groupes terroristes à l'image des Chebab. Jusqu'à présent, ni les tentatives du gouvernement somalien, ni celles de l'Union africaine ou bien les milliards dépensés par les États-Unis n'ont permis de chasser ces groupes. Le nouveau président va devoir trouver des solutions pour réunir les différents clans autour d'une alliance pour reconstruire l'État, c'est-à-dire dans The Washington Post. Libération, toujours sur le continent africain, est allée à la rencontre de repentis de l'organisation Boko Haram. Ils ont profité d'un programme d'amnistie lancé en décembre dernier au Niger. Les journalistes de Libération ont pu rencontrer certains de ces anciens terroristes qui vivent dans plusieurs maisons louées par les autorités pour l'occasion et sous très haute sécurité dans la ville de Difa, dans le sud-est du Niger. Tous reconnaissent avoir tué beaucoup de gens à la guerre. Certains disent le regretter, comme ce jeune de 26 ans, tu ne fais que tuer tes parents, ton frère, tes amis, ça ne sert à rien, c'est pour ça que je me suis rendu, affirme-t-il dans les colonnes de Libération. D'autres se disent au contraire victimes de l'organisation terroriste. Ils affirment s'être engagés par ignorance parce qu'ils n'avaient pas de travail. La défection a été un geste courageux, note Libération. Ils auraient pu mourir car Boko Haram exécute ceux qui désertent. Aujourd'hui, 80 anciens combattants de l'organisation se sont déjà rendus, affirme Libération. On va peut-être finir avec cette enquête du Times britannique, Christophe, qui révèle que, sans le vouloir, certaines marques soutiendraient des organisations terroristes ou suprémacistes. Une enquête très intéressante et très fournie du journal britannique. On y apprend que des publicités pour des marques connues peuvent apparaître avant une vidéo pornographique, une vidéo pour une organisation raciste ou encore une vidéo pour un groupe terroriste, et ainsi de manière indirecte, financer ces différentes organisations à raison de 7,60 $ tous les 1000 vues. Le journal publie par exemple cette photo tirée d'une vidéo de Boko Haram précédée d'une publicité pour l'opérateur de voyage Sandals. Plusieurs autres marques sont citées. Une vidéo pour le pro-organisation de l'État islamique précédée d'une publicité pour Mercedes a par exemple été vue 115 000 fois, précise le journal, ce qui fait, si on calcule bien, environ 900 000 $ de revenus
pour l'organisation terroriste. Merci beaucoup Christophe, c'était la revue de presse